Bonjour, je suis Nadia de Blog Photo Lumix. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon avis sur un objectif plein format pour Lumix S, Leica et Sigma en monture L et Sony Alpha en monture E. Il s'agit du Sigma 85 mm f1.4 DGDN Art. D'ailleurs, cette vidéo elle est tournée avec cet objectif pour vous laisser l'occasion de vous faire votre avis tout au long de celle-ci. Comme cela fait plusieurs mois que je l'ai acheté, il était temps pour moi de vous faire un retour par le biais d'un test. Mais avant de vous présenter le rendu en photo comme en vidéo ainsi que mon ressenti, commençons par la prise en main. Niveau style, on a un beau produit en main. C'est pas l'objectif le plus clinquant, mais il a un look plutôt sympa. Et j'aime autant le fixer sur un Lumix S1 que sur un Lumix S5. Mais surtout, cette nouvelle version DGDN, elle a été revue au niveau du gabarit. Il faut savoir qu'en monture L, pour Lumix, Leica et Sigma, comme en monture E pour Sony, il existe déjà un 85 mm f1.4 en DG HSM. Il s'agit d'une version réflexe, entre guillemets, du même objectif, qui est compatible sans bague d'adaptation avec un Sony Alpha ou un Lumix S par exemple. Je vous en parle parce que vous pourrez le trouver dans les objectifs compatibles en monture L ou en monture E. Sauf que ce DG HSM, il fait 1,2 kg, là où le DGDN avec lequel je filme ne fait que 630 grammes, ce qui fait une sacrée différence. Mais alors pourquoi une telle différence ? Il faut savoir que chez Sigma, les modèles DGDN sont des versions hybrides, là où les DG HSM sont des versions réflexes, d'où la différence de gabarit. De plus, ce Sigma 85 mm DGDN, il a vu son autofocus amélioré pour avoir une meilleure compatibilité avec Lumix, Leica, Sigma ou encore Sony. Pour ma part, je ne peux pas vraiment comparer parce que j'ai pas eu les deux entre les mains. Toujours est-il que l'autofocus fonctionne bien et je vais y revenir dans la vidéo. En plus de ce poids de 630 grammes, on a un gabarit réduit puisqu'il fait seulement 94 mm de longueur. Ça peut paraître anodin tout ça, mais ça veut dire concrètement que quand on le fixe avec un Lumix S5, l'ensemble donne un poids de 1,3 kg. Pour partir en shooting extérieur, c'est quand même bien pratique, d'autant plus si comme moi vous êtes souvent chargé et avec un enfant en bas âge. Côté taille de filtre, le diamètre est de 77 mm. Je précise que pour tous mes objectifs, je fixe un filtre protecteur. Et là, ce qui est pratique, c'est que c'est la même taille que sur le Lumix S2405 ou le S1635, ce qui permet pour moi d'alterner entre les trois optiques. Côté accessoires, c'est une question qui revient souvent. Il faut savoir qu'il est fourni avec un pare-soleil et une housse de protection hyper rembourrée. Pour bien protéger son objectif dans le transport ou entre deux séances photo, ça c'est un vrai plus. Sur le terrain maintenant, on a une prise en main qui est agréable. Que ce soit sur un Lumix S1 ou un S5, on a un bon équilibre. Côté optique, on a une bague d'ouverture qui permet d'aller de f1.4 à f16 facilement. On peut la bloquer grâce à un bouton afin d'éviter que le réglage ne tourne ou pour rester en automatique. Vous pouvez aussi décider que la bague soit silencieuse ou au contraire qu'elle fasse du bruit quand on la tourne. Cette bague d'ouverture elle est fluide et elle tourne bien. L'autre bague elle sert à la mise au point manuelle. Là aussi c'est fluide et ça tourne bien. D'ailleurs, on trouve sur l'optique un bouton AF-MF qui permet d'alterner entre mise au point automatique et mise au point manuelle. Toujours sur la partie qualité de construction, il faut savoir qu'il est tropicalisé, ce qui implique qu'il est résistant à la poussière et à l'humidité. Pour être parti faire des photos avec sous la neige, je dois avouer que ça m'a permis de sortir l'esprit tranquille. Attention, ça ne veut pas dire qu'on peut le mettre dans l'eau. Il faut savoir également que pour une tropicalisation optimale, il faut que boîtier plus objectif soit tropicalisé. C'est le cas des Lumix S1 et S5. Le seul reproche que je pourrais faire à cet objectif, c'est l'absence de stabilisation optique. Il n'y a pas dans cet objectif de mécanisme qui vient corriger les tremblements du photographe ou du vidéaste au moment du déclenchement. À l'usage, en photo comme en vidéo, ça n'a pas posé problème puisque les Lumix S sont stabilisés. Si vous êtes plutôt vidéo, il faudra impérativement le fixer sur un boîtier stabilisé. À défaut, il faudra investir dans un trépied ou un stabilisateur. Le premier intérêt de cet objectif, c'est qu'il est parfaitement compatible avec les Lumix S. En effet, le Lumix, Sigma et Leica ont créé une alliance autour de la monture L. Conséquence, pas besoin de bague d'adaptation et l'autofocus fonctionne parfaitement. On a donc une optique avec une bonne qualité de construction. Et le gabarit réduit de ce DGDN par rapport à la version réflexe DG HSM le rend plus compatible avec le gabarit des appareils photo hybrides tels les Sony Alpha ou un Lumix S5.
Maintenant, quel est mon retour d'expérience sur la partie photo? Ce Sigma, c'est une focale fixe de 85 mm. Qui dit focale fixe signifie qu'on ne peut pas zoomer ni dézoomer par rapport à son sujet. C'est au photographe de se déplacer par rapport à son sujet pour cadrer la photo comme il le souhaite. Et cette focale de 85 mm, elle est considérée comme étant une focale portrait. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas photographier un paysage avec. Ça veut juste dire que le rendu ne sera pas exceptionnel. Il n'empêche, on a pris quelques photos d'animaux et de fleurs avec, que vous verrez au cours de ce test. Alors, pour tester cet objectif, et parce que je l'ai acheté pour ça, on a pris pas mal de photos de portraits. Je dis on, car c'est Benoît qui est le photographe principal des clichés de ce test. Depuis que je suis devenue maman il y a 4 ans, je suis plutôt derrière l'objectif que devant, ce qui est parfois une source de frustration pour moi. En effet, cela faisait longtemps que je rêvais d'avoir de belles photos de mon fils et moi. Benoît a donc exaucé mon vœu. C'est donc lui qui a pris la majorité des photos que vous voyez passer. Et ce qui l'a marqué, tout comme moi, c'est la facilité avec laquelle il a pris de superbes photos avec cet objectif. Pour vous situer Benoît, il est plutôt vidéo. Et en photo, c'est plutôt vers un ultra grand angle ou un super zoom qu'il va se tourner pour fixer sur nos boîtiers. L'objectif photo-portrait, c'est un petit peu mon truc à moi. Et pourtant, en quelques minutes, il a réussi des photos dignes d'un photographe pro. Et pour les avoir développées en format A3, je ne mâche pas mes mots. En comparaison avec d'autres objectifs portraits, il nous a fallu plusieurs mois pour les apprivoiser, avec des résultats pas tout aussi exceptionnels. Ici, on a décidé du thème de la séance photo le soir, le lendemain matin on partait prendre des photos, c'était les premières avec ce Sigma, et le midi on rentrait avec de superbes résultats. La maman que je suis est comblée, les photographes amateurs exigeants que nous sommes aussi. Je pourrais m'arrêter là, mais je vais continuer quand même. Niveau pratique, j'ai quand même un demi-reproche à lui faire. Avec cette optique, on a une distance de mise au point minimale de 85 cm. Ça veut dire que quand on photographie avec cet objectif, il doit se situer à minimum 85 cm du sujet qu'on photographie. Plus loin, c'est possible. Plus près, et votre photo sera floue. Vous ne pourrez peut-être même pas déclencher. Moi, je suis habituée à un autre objectif avec la même focale qui a une distance minimale de mise au point de 50 cm. J'ai donc beaucoup pesté au début. Il faut dire que vu le contexte, on a beaucoup photographié à l'appartement. Or, à la maison, je ne compte pas le nombre de fois où j'étais obligée d'expliquer à mon fils de ne pas s'approcher, car sinon il allait être trop près et ma photo serait floue. Cette histoire de distance de mise au point, je le savais au moment de l'acheter. Mais entre le savoir et le réaliser, il y a tout un monde. En toute honnêteté, il faut quand même préciser que cette distance minimale de 85 cm, c'est assez classique sur ce genre d'objectif. Si vous photographiez plutôt des portraits en extérieur, alors là les 85 cm sont complètement oubliés. En extérieur, on va pouvoir alterner entre des plans larges ou des plans serrés, comme vous le verrez dans les photos qui passent. De mon côté, vu la beauté des photos obtenues, j'ai mis de côté cette histoire de distance minimale de mise au point et je m'applique beaucoup plus sur mon placement. D'ailleurs, cette distance de mise au point, c'est l'occasion de se faire oublier de son sujet. Cela évite un enfant qui arrête de jouer parce qu'il a vu l'appareil photo, ou un adulte qui prend un sourire figé pour poser. Ainsi, on a des photos plus naturelles, parce que le sujet ne va pas regarder l'appareil photo, et ainsi on va mieux capter l'émotion d'une scène. Ici, quand Benoît m'a photographié avec mon fils, on a tous les deux complètement oublié qu'on était en train de se faire prendre en photo. Ainsi, j'ai de jolis clichés de moments mère-fils avec une émotion beaucoup plus sincère. Au-delà de la focale de 85 mm qui va avoir une incidence sur le cadrage, le positionnement par rapport au sujet, ce qui fait de cette optique un véritable outil pour le portrait, c'est son ouverture de f1.4. À quoi ça sert une telle ouverture? Il faut savoir que plus le chiffre est petit, plus on va avoir un flou d'arrière-plan marqué. Et un flou d'arrière-plan marqué, c'est un sujet qui se détache parfaitement. En photo de portrait, on ne va pas chercher à tout montrer, bien au contraire. L'arrière-plan, qui doit être joli quand même, il est seulement suggéré. Et voilà le style de photo que l'on recherche quand on veut des portraits qui fassent mouche. C'est sûrement ce qui m'a le plus marqué quand j'ai vu les photos prises avec cet objectif. C'est ce sujet toujours parfaitement isolé du reste de la photo. Qu'il soit tout proche comme éloigné, le sujet est toujours clairement mis en avant. C'est la magie du plein format combinée à ce genre d'optique. On a un sujet en 3 dimensions, on a presque l'impression qu'il va sortir de l'écran. On a ainsi une image d'une grande profondeur, et pour ma part, c'est ce que je recherche. Une telle ouverture, ça vient cacher les défauts de l'arrière-plan du quotidien. Même une scène banale à l'appartement devient un souvenir photo magnifique. Alors,
Malgré cette histoire de distance de mise au point un peu éloignée, c'est devenu mon objectif du quotidien à la maison. Voilà une optique qui donne de superbes flous d'arrière-plan, vous l'aurez compris. Mais pas seulement. Si comme moi vous aimez les rondes lumière, plus communément appelées rondes bokeh, vous allez être servi. Pendant toute la période des fêtes de fin d'année, c'est-à-dire tout le mois de décembre, cet objectif est celui qui a été constamment fixé sur un de nos Lumix S. Il faut dire que le rendu des photos est tellement magnifique que je n'ai pas rangé les lumières de Noël pour pouvoir continuer à m'amuser à faire des rondes bokeh. En bref, j'ai les photos que j'ai toujours rêvé de faire, et il n'y a qu'avec cet objectif que j'y suis arrivée avec un tel niveau et une facilité déconcertante. Attention, si vous êtes débutant, toutes les photos ne nécessiteront pas de vous mettre en ouverture f1.4. Si vous devez photographier plusieurs personnes à des plans différents, si vous vous mettez en ouverture f1.4, vous avez de grandes chances que les personnes en premier ou en arrière-plan soient floues. C'est tout à fait normal, c'est l'objectif et l'ouverture choisie qui voudront cela. Si vous voulez faire ce genre de portrait avec plusieurs sujets, vérifiez bien que tout le monde est au même plan, ou dans ce cas-là, moi j'utiliserai une ouverture de f2.8 voire f4. L'autre utilité de l'ouverture f1.4, ce sont les situations de faible luminosité, particulièrement quand on a un sujet en mouvement, tel un enfant ou un animal. Combiné à la bonne montée en ISO de Lumix S1 et S5, où on peut facilement monter à 12800 ISO voire 20000, je peux enfin photographier mon fils comme mon chat à des vitesses plus élevées. Fini l'époque où je ne pouvais pas dépasser les 4000 ISO et où je devais choisir entre photo floue ou bruitée, même avec une ouverture de f1.2. Dans les deux cas, j'avais un mauvais rendu. Désormais, la basse lumière n'est plus une limite à ma pratique. Dernière partie sur le rendu photo, l'autofocus. Souvent, les constructeurs tiers comme Sigma ont mauvaise presse. Leur autofocus serait plus lent. Pour commencer, il faut savoir qu'en monture L sur du Lumix ou du Leica comme en monture E sur du Sony, les optiques Sigma sont compatibles avec l'autofocus propre à chaque appareil photo. Mais alors qu'est-ce que ça donne en termes d'autofocus quand on fixe cet objectif Sigma sur un boîtier Lumix S ? En toute sincérité, je n'ai pas vu de différence dans le comportement de l'autofocus. Que je sois sur une optique Sigma ou une optique Panasonic, j'ai exactement le même comportement. J'ai pris mes photos autant avec un Lumix S5 qu'un Lumix S5, et dans les deux cas, j'ai des photos nettes et l'autofocus est efficace. La détection de l'œil fonctionne, et à défaut, celle du visage prend le relais. Pour de la photo de portrait, y compris d'enfants qui a un sujet plus difficile à canaliser, cet objectif me donne satisfaction. Sur les animaux aussi. Ma seule difficulté tient au fait que les appareils photo hybrides Panasonic n'ont pas la détection de l'œil sur les animaux. Or, quand on photographie avec une ouverture de f1.4, la zone de netteté est très faible. Il m'est arrivé donc parfois que le point se fasse sur l'oreille, sur le nez. C'est rare, et vous avez deux moyens d'éviter ce désagrément. Tout d'abord, vous pouvez faire le point tactilement ou grâce au joystick. Ici, si je prends l'exemple de cette photo avec l'API, la mise au point s'est faite au bon endroit. Mais par sécurité et parce qu'elle était sur le point de s'envoler, j'ai utilisé le joystick pour faire le point sur l'API. Cela a évité également que le point se fasse sur les deux passants qui étaient sur le point d'arrivée. En cas de doute, vous pouvez aussi utiliser la fonction bracketing d'ouverture qui vous permet de prendre une même photo avec des niveaux d'ouverture différentes. Cette fonction bracketing d'ouverture, c'est une fonctionnalité intéressante pour utiliser de belles ouvertures telles un f1.4 tout en utilisant des ouvertures plus sécurisantes comme un f4, un f5.6 quand on débute. D'ailleurs, cette fonction bracketing d'ouverture, on l'a utilisée pour les premières photos qu'on a prises avec le Sigma. Comme on voulait profiter de l'ouverture f1.4 sans prendre de risque d'avoir des photos floues, on s'est servi de cette fonction. Et finalement, toutes les photos à f1.4 étaient parfaitement nettes au bon endroit et donc c'est celle qu'on a utilisée. Voilà un objectif qui donne de superbes résultats en photo. D'ailleurs, depuis qu'on l'a, il est constamment fixé sur un de nos Lumix S. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas envie de prendre des photos avec. Il a mis un petit peu les autres objectifs au placard. Mais alors en vidéo, qu'est-ce que ça donne quand on filme avec ? Vous le voyez depuis le début de cette vidéo, on a un objectif qui est intéressant pour filmer une personne, exactement comme un portrait en photo, à condition d'avoir assez de recul. Vous ne vous en rendez pas compte, mais l'appareil photo est au fond de la pièce où je me trouve. Quant à moi, je me suis éloignée le plus possible de mon arrière-plan, tout en essayant de garder un cadrage cohérent. À côté de ça, on a un sujet qui se détache très nettement du reste, ce qui fait la beauté de l'image. Et comme en photo, à vous les flous d'arrière-plan et les rondes bokeh comme j'aime. Étant précisé que cette vidéo est tournée en ouverture f1.4. Je ne suis absolument pas vidéaste et je me filme depuis le début de ce tournage avec l'appareil photo en mode trépied. Et s'il y a une chose que je dois dire, c'est que je suis plutôt bluffée du rendu. Je pense même que cet objectif sera désormais celui que j'utiliserai pour tourner mes vidéos.
Sauf quand je tourne en 4K 60 images par seconde, puisqu'avec le recadrage sur les Lumix S1 et S5, je n'aurai pas assez de recul par rapport à la pièce. En effet, en 4K 60 images par seconde sur un S1 ou un S5, on a un recadrage APS-C qui fait que ce 85 mm devient un 128 mm. Alors si comme moi vous n'avez pas assez de recul, vous ne pourrez pas cadrer correctement. C'est pourquoi cette vidéo est tournée en 4K 30 images par seconde. Mais en voyant le verre à moitié plein, on s'est servi de cette faculté de filmer en APS-C, donc de recadrer, pour s'approcher de la bague que je glisse à mon doigt. Cela permet de rester bien à 85 cm de distance de son sujet, afin d'assurer la mise au point, tout en filmant de plus près le sujet qui nous intéresse, à savoir la bague. Et comme en photo, cette ouverture de f1.4 va être utile en basse lumière. D'ailleurs, pour ce tournage, je n'ai aucune autre lumière que celle de la pièce. Là encore, quand on fixe une optique Sigma, très souvent on entend que l'autofocus sera plus lent. On aurait des paires de focus, des recherches de focus, qui donneraient un rendu à l'image pas terrible. Avec cet objectif, quand Benoît m'a filmé en train de me maquiller, ou encore de glisser la bague, à aucun moment il n'a eu de problème de mise au point. D'ailleurs, nous avons tout tourné en une seule prise. Quant à la partie face caméra, vous pouvez le constater, ça fait plus d'1 heure que je me filme et je n'ai eu aucune paire de focus. Étant précisé que je suis en détection œil plus visage et que je peux voir sur mon retour caméra via la tablette qu'il me détecte à tout moment. Bref, je ne vois pas de différence avec un objectif Panasonic. En vidéo, on a donc un superbe rendu avec un sujet qui se détache et un beau flou d'arrière-plan, comme en photo. En vidéo, le seul point négatif de cet objectif, c'est l'absence de stabilisation optique. La stabilisation optique, c'est un mécanisme qui va venir éviter les tremblements de celui qui filme quand il est à main levée. Or, ces tremblements, ils se voient à l'image. C'est surtout vrai si vous avez un appareil photo qui n'est pas stabilisé. Donc concernant avec la stabilisation des Lumix S1 et S5 qui est performante, les tremblements à l'image restent limités. Pour tourner les images qu'on vous présente, on a quand même préféré utiliser un stabilisateur. Il faut dire que Benoît se tenait sur une surface absolument pas stable. On a donc préféré assurer le coup, d'autant plus qu'il fallait une excuse à Benoît pour utiliser son nouveau stabilisateur qui est un petit peu son nouveau jouet. Néanmoins, si on prend l'exemple de la scène de la bague, celle-ci a été tournée à main levée. Pour conclure, ce qui nous a attiré vers ce Sigma 85 mm f1.4, c'est bien sûr son prix. À un tarif de 1089 €, on est sur une optique accessible pour du plan format. D'ailleurs, on a des objectifs micro 4 tiers qui sont bien plus chers pour un rendu moins exceptionnel, ce qui est logique vu la taille plus petite du capteur. Avec ce Sigma, en photo comme en vidéo, on a un sujet parfaitement isolé qui se détache très nettement. Le tout avec un superbe flou d'arrière-plan ou encore un beau bokeh, et sans renier sur un autofocus efficace. Finalement, l'avantage de ce Sigma, c'est d'avoir un objectif au prix modéré pour une qualité qui ne l'est pas. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne Partout en Voyage ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux, voire mieux vous inscrire sur la newsletter du blog. Quant à moi justement, je vous donne rendez-vous sur blog-photo-lumix.com pour plus de contenu et je vous dis à bientôt.